14 juin 1940, les Allemands victorieux défilent dans Paris. L'armée française est défaite, le gouvernement s'est réfugié à Bordeaux, le chaos est complet. 26 août 1944, le général de Gaulle et les chefs civils et militaires qui ont contribué à la libération défilent triomphalement sur les Champs-Élysées. Plus de 4 années séparent ces deux dates, années faites de privations, d'humiliations, de séparations, de déportations, de deuil. Pendant ces années noires, Paris, à l'image de la France, est défiguré par l'occupation allemande. Signal, le journal de la propagande allemande. L'organisation TOT, chargée de recruter des ouvriers pour construire le mur de l'Atlantique. Cinéma, réservé à l'armée allemande. La Légion des volontaires français, dirigée par Joseph Darnan, entend sceller dans le sang la collaboration avec l'Allemagne en envoyant des unités combattre contre la Russie soviétique. Pierre Laval, revenu au pouvoir en 1942, déclare qu'il souhaite la victoire de l'Allemagne et se glorifie de ses liens privilégiés avec Hitler. Triste spectacle que celui de cette cérémonie officielle aux Invalides où se côtoient officiers français et allemands pour décorer des soldats français habillés en vert de gris. L'objectif est de célébrer la collaboration franco-allemande, d'encourager la lutte aux côtés de l'Allemagne nazie et de vouer aux gémonies ceux qui s'y opposent. Quel affront à la flamme du soldat inconnu, sous l'Arc de Triomphe, un de nos monuments les plus sacrés. Heureusement, des Français n'ont pas abdiqué, à l'image de cet homme ceinturé par le service d'ordre pour avoir crié « Vive la France, vive de Gaulle », cri du cœur d'un résistant qui a refusé la loi de l'occupant et la soumission au régime de Vichy. Militaires de carrière, enseignants, membres du clergé, professions libérales, artisans, ouvriers, étudiants, agriculteurs, les hommes et les femmes de la résistance étaient issus de tous les milieux. Nombre d'entre eux payèrent de leur vie l'aide qu'ils apportèrent à la libération de la France. La vraie résistance a perdu les 2/3 des siens, écrit Malraux. Ces héros de l'ombre appartiennent aujourd'hui à tous les Français. En ses débuts de l'oppression, le général de Gaulle, dans son célèbre discours du 18 juin 1940, donne aux Français des raisons d'espérer. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Le plus souvent, l'entrée dans la résistance a résulté, sinon du hasard, du moins d'un concours de circonstances. Cela pouvait aller tout simplement d'une rencontre dans un café, au cours d'une promenade, chez des amis, avec un camarade ayant appartenu avant la guerre au même parti politique ou au même syndicat, ou avec un camarade de régiment, de collège ou de l'université, voire avec de lointains parents ou de vagues relations. Un bon exemple d'entrée dans la résistance est donné par Lucie Aubrac. Cavaillès était fils d'un général d'active, protestant, béarnais, très patriote. Il avait fait une très belle guerre. Il s'était évadé aussi de la colonne de prisonniers qui, de la Belgique, devait l'emmener sur l'Allemagne. Et nous avons été tout de suite sur la même longueur d'onde pour se dire qu'on ne pouvait pas accepter le gouvernement de Vichy qui, déjà sur Clermont, prétendait imposer à l'université un certain nombre de règles qu'on trouvait contraires à notre indépendance. C'est ainsi qu'au cours d'un déjeuner où nous étions, lui et moi, nous avons vu arriver un grand personnage qui s'appelait Emmanuel Dacier de la Vigerie, que je ne connaissais pas, qui était accompagné d'un autre homme que je ne connaissais pas non plus, qui s'appelait Maître Spagnin. C'était l'avocat de Léon Blum. Ces deux êtres spagnins connaissaient Cavaillès. Ils sont venus s'asseoir à notre table et nous avons, sur le coin de cette table, rédigé un premier petit papier disant qu'on n'acceptait pas cette création de l'État français et cette soumission de Vichy aux didactes allemands. Qui va diriger Libération Sud au début ?
c'est Emmanuel d'Astier qui en est devenu ce qu'on appelait le chef, parce qu'il fallait bien se donner des titres, mais en réalité, les directions étaient collégiales, mais quelqu'un devait automatiquement représenter cette nouvelle organisation qui, au début, était, il faut bien dire, d'une simplicité et d'une modestie extraordinaire. On était très peu nombreux. Mais c'est Emmanuel d'Astier de la Vigerie qui en était le dirigeant, le représentant le moteur. Et le moteur. Dès l'été 1940, les réseaux de renseignement se mettaient sur pied. L'un des tout premiers est le réseau Alliance, créé par le commandant Loustono Laco. Il sera déporté à Mauthausen. Son chef militaire, le commandant Faye, Aigle, les agents du réseau portaient des noms d'animaux, mourra au camp de Sonnenburg. Marie-Madeleine Fourcade, Hérisson, reprendra le flambeau. Elle sera la seule femme ayant dirigé un réseau dont 432 membres sont inscrits au martyrologe de la Résistance. Le colonel Fourcault crée le réseau Brutus Boyer. Les 4 photos représentant le colonel sont un bon exemple des changements d'aspect auxquels les résistants étaient contraints. Le colonel Rémy crée le réseau Confrérie Notre-Dame. Il fait sienne ses belles paroles. Les meilleurs meurent en prison ou sont abattus par les balles. Par les vagues, les meilleurs se donnent en mourant. Le capitaine de corvette Honoré d'Estienne d'Or va débarquer en France venant de Londres la veille de Noël 1940. Il prit des contacts à Paris pour y structurer un réseau de renseignement. Mais il est trahi par son radio et arrêté par la Gestapo. La veille de son exécution, d'Estienne d'Or écrivit une lettre dont voici un extrait. « Maintenant je vais dormir un peu. Demain nous aurons la messe. Que personne ne songe à me venger. Je ne désire que la paix dans la grandeur retrouvée de la France. Dites bien à tous que je meurs pour elle, pour sa liberté entière et que j'espère que mon sacrifice lui servira. Je vous embrasse tous avec mon infinie tendresse. » Il est fusillé au Mont-Valérien le 29 août 1941. Si les réseaux avaient une activité à caractère militaire, les mouvements étaient d'aspiration plus politique et formés souvent autour d'un journal clandestin. Combat de Pierre Freinet, de François de Menton et de l'héroïne de la résistance Bertie Albrecht, morte à Fresnes le 31 mai 1943. Libération d'Emmanuel d'Astier et de Raymond et de Lucie Aubrac. Franc-tireur de Jean-Pierre Lévy. Il y avait aussi d'autres mouvements. FTP, francs-tireurs et partisans. Les corps francs du mouvement de libération nationale. Ceux de la résistance, de Lecomte Boinet et de Jean de Vaugué. L'organisation civile et militaire et d'autres organismes qui sont venus former les forces françaises de l'intérieur. Les résistants menèrent une vie extraordinairement dangereuse au fur et à mesure que les réseaux et les mouvements prirent de l'importance et que la répression, par voie de conséquence, se renforça. Contrôle de tous ordres. Obligation de se munir de faux papiers. Avis allemands placardés sur tous les murs pour rappeler que les résistants étaient des terroristes. Transport nuit et jour de documents de postes émetteurs ou d'armes à la barbe de l'ennemi. Déplacements incessants en chemin de fer pour porter une lettre ou transmettre une phrase codée à un agent. Milliers de kilomètres éprouvants pour éviter la censure du courrier et les écoutes. Les avis de recherche et de représailles se multiplièrent, ainsi que les promesses de récompense en cas de dénonciation. Les communistes payèrent un lourd tribut, comme Guy Moquet, 17 ans, fusillé en tant qu'otage à Châteaubriand. Gabriel Péry et Sampey, parmi d'autres. L'arrivée de Jean Moulin allait-elle changer le cours des choses? Les premiers résistants s'étaient développés sans contact avec Londres, sans moyens financiers. Ils étaient extrêmement pauvres et tout ce qu'ils possédaient, tout ce qu'ils gagnaient, et souvent c'était très peu parce que c'était des gens qui n'avaient pas des grandes situations, c'était pas des grands industriels qui prenaient ces risques. Eh bien, ils dépensaient tout
pour fabriquer ces petites feuilles dont je vous parle, pour voyager, pour essayer de prendre des contacts ici ou là. Et n'oubliez pas qu'en plus, ils devaient travailler, c'est-à-dire ils accomplissaient la profession qu'ils avaient des charges de famille, et en plus, ils avaient le danger de ces premières organisations. Alors, une fois que vous vous souvenez de ce que je viens de vous dire, et que Jean Moulin arrive, évidemment, avec de l'argent, et qui n'était pas énormément d'argent, mais qui en représentait beaucoup pour ces hommes qui n'en avaient pas du tout, et qui manquaient de tout, qui apportait une lettre de général de Gaulle, manuscrite. Vous aurez à assurer la présidence du comité de coordination au sein duquel seront représentés les 3 principaux mouvements de résistance, combat, franc-tireur et libération. Qui leur apportait une liaison radio, c'est-à-dire qu'à partir de là, ils n'étaient plus isolés, ils étaient en contact, d'une part avec le général de Gaulle, qui peu à peu, dans l'année 41, commençait à devenir le symbole de la résistance aux Allemands, mais également avec les Anglais. Donc, au fond, ces hommes, pour la première fois, depuis 2 ans, avaient brisé cette solitude terrible dans laquelle ils se débattaient. Et si les dangers étaient toujours les mêmes face aux Allemands et face à la police de Vichy, du moins, maintenant, ils étaient soutenus. C'est-à-dire qu'ils avaient des arrières, ils avaient des gens qui étaient prêts à les aider financièrement, matériellement en leur apportant des armes, et avec ces liaisons radio qui leur donnaient un contact quotidien avec Londres. Et difficile de s'imaginer ce que pouvait représenter cette liaison. Mais imaginez des gens qui sont abandonnés sur une île déserte, le jour où ils ont un simple poste de radio, puis ils peuvent entendre la voix de quelqu'un, eh bien, le réconfort moral qu'ils possèdent, c'est exactement la même chose, n'est-ce pas ? La Résistance était une île dans la France, n'est-ce pas ? En juin 1940, Jean Moulin était préfet de Chartres. Mis en disponibilité par le gouvernement de Vichy, il noua des contacts avec les premiers mouvements. Sous les pseudonymes de Guerre, Rex ou Max, il entra en relation avec la résistance avant de rejoindre Londres. Parachuté en Provence le 1er janvier 1942, il persuada les dirigeants des différents mouvements de former une armée secrète, puis de constituer les mouvements unis de la résistance. Reconnaissant l'efficacité de Moulin, le général de Gaulle le nomma délégué général en France du Comité national. Avec l'aide de Pierre Brossolette, qui, arrêté par la Gestapo en 1944, se tuera pour éviter de parler sous la torture, Moulin fit admettre l'autorité du général de Gaulle et présida le Conseil national de la résistance créé à Paris en mai 1943. De Gaulle a tout de suite compris l'importance que représentait la résistance métropolitaine pour assurer sa légitimité, non pas vis-à-vis du peuple français, parce qu'il avait une légitimité populaire, mais il lui fallait la légitimité démocratique, c'est-à-dire de représentants de forces politiques, anciennes ou nouvelles, vis-à-vis des Anglais et des Américains. Alors, de Gaulle nomme Jean Moulin à ce moment-là son représentant personnel pour toute la France, c'est-à-dire pour la zone occupée et pour la zone libre, président de 2 comités de coordination des mouvements de résistance, l'un en zone occupée, l'autre en zone libre, et puis président du Conseil de la résistance qui devait comporter 17 membres, 6 membres des anciens partis politiques, 2 membres des syndicats, l'un la CGT, l'autre les syndicats chrétiens, et 8 membres des mouvements de résistance de zones occupées et de zones libres. La liaison des mouvements et des réseaux avec Londres conditionnait la survie de la résistance. Ici, Londres. Voici notre 8e bulletin d'information au cours duquel vous entendrez quelques messages personnels. La guerre aérienne. Hier soir, la Royal Air Force a envoyé au-dessus de l'Allemagne une puissante formation de bombardiers quadrimoteurs. Pacifique. Grand raid de l'aéronaval allié sur une concentration de transports japonais. Veuillez écouter maintenant des messages personnels. Gabi, mange ta soupe, ma chérie. Nous disons, Gabi, mange ta soupe, ma chérie. Message très important pour le chef de Gaël. Attention, il va pleuvoir bougrement ce soir. Hamilcar conduit une Ford. Les lions sont terribles.
Mais il ne s'agissait pas seulement de liaison radio. La résistance avait besoin d'armes, de munitions, d'argent. Les Anglais accomplirent des prouesses d'organisation dans leur soutien logistique. Fusils, pistolets mitrailleurs, revolvers, grenades, postes émetteurs, explosifs. Sans oublier corned beef, cigarettes et chocolat étaient conditionnés et parachutés sur l'ensemble du territoire. Les terrains choisis pour les parachutages devaient être le plus plat possible et avoir au moins 500 mètres de côté. Leur approche immédiate ne devait comporter ni arbres, ni pylônes, ni de préférence d'habitations inconnues. Les terrains proposés étaient soumis à l'acceptation de la Royal Air Force, qui les photographiait avant de les agréer. Le terrain admis recevait un pseudonyme et devenait la propriété du réseau. En période de pleine lune, les équipes de réception se mettaient chaque soir à l'écoute de la série de messages spéciaux de la BBC, parmi lesquels ils reconnaîtraient les leurs. En principe, les Whitney ou les Halifax quittaient leur terrain en Angleterre à la tombée du jour et parvenaient sur l'objectif au milieu de la nuit. Les pilotes s'efforçaient d'être exacts au rendez-vous. L'équipage de réception, en place très à l'avance, tressaillait souvent d'angoisse en épiant, parmi les 1000 bruissements nocturnes, le ronronnement vite devenu familier. En échange, la résistance envoyait des renseignements à Londres. Emplacement des rampes de lancement de V1, mouvement de troupes, construction de points d'appui, de blocos. Emplacement et mouvement de sous-marins, ce qui coûta la vie, entre autres, à Philippe Königswerther et à 21 agents de l'Alliance, dont Léonce Vieljeu, maire de La Rochelle. L'aviation alliée était ainsi en mesure d'effectuer des bombardements sur des objectifs précis. Nœuds ferroviaires, usines d'armement, ports, postes de commandement. Autre prouesse de la résistance, faire repartir des pilotes alliés dont les avions avaient été abattus ou des agents qui assuraient des missions avec Londres. Un résistant relate l'un de ses départs. Les silhouettes du groupe glissaient sur le terrain. Je regardais ma montre, 0h59. Quelques secondes, et un ronronnement se fit entendre. Alors on commença à envoyer des signaux. Bientôt, le Lysander répondit en clignotant de ses feux de position. Les clignotements cessèrent. Le Lysander effectua son approche et se posa sur l'aire d'atterrissage. Le cockpit s'ouvrit et les hommes d'équipage empoignèrent nos bagages et nous hissèrent dans l'avion. La portière se referma et l'avion se mit à rouler. Moins de 7 minutes venaient de s'écouler entre le début et la fin de cette opération. Atterrir et décoller à 38 km de Paris, en pleine occupation. Pierre Laval avait accepté que la police allemande pénètre en zone dite libre pour y rechercher les postes émetteurs.
Pour éviter de tomber entre les griffes de la Gestapo, les agents de transmission devaient changer constamment la fréquence et leur lieu d'émission et écourter leur message. Mais ces précautions ne suffisaient pas face aux moyens sans cesse renforcés de la Gestapo. Des centaines de radios furent arrêtées en plein travail. Leur sort était tragique, séances de torture, déportation, exécution. L'arrestation de Jean Moulin dans la maison du docteur Dugoujon à Caluire le 21 juin 1943 est entourée d'un certain mystère. Trahison, imprudence, habilité de la Gestapo, la question reste posée. Raymond Aubrac rappelle le déroulement de ce douloureux événement. Nous avons sonné, la bonne est venue nous ouvrir, c'était l'heure de la consultation du médecin. Nous étions en retard de peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure, je ne sais plus exactement. Et la bonne nous a pris pour des malades. Elle ne pensait pas que nous faisions partie de la réunion dont elle avait fait monter les participants dans l'appartement du médecin au premier. Elle nous a fait entrer dans la salle d'attente où il y avait 2 ou 3 vieilles dames qui attendaient leur tour pour la consultation du toubib. Alors nous nous sommes assis et il s'est écoulé très peu de temps, 3, 4 minutes, 5 minutes. Et les Allemands sont arrivés, c'est-à-dire des militaires allemands armés de mitraillettes qui ont envahi la maison, occupé les portes, occupé les fenêtres, et un petit bonhomme en civil donnait les ordres. C'était Klaus Barbie qui organisait qui mettait en œuvre son coup de main. Nous avons entendu un brouhaha au premier étage. Des bruits de pas ou de bottes dans l'escalier. Et puis, on nous a mis les menottes. Tout le monde avait les menottes, y compris les malades, y compris le docteur, la bonne du docteur, les vieilles dames. Tout le monde avait une paire de menottes. Qui s'est trouvé là, Raymond? Pardon? Qui s'est trouvé à cette réunion à ce moment-là? À la réunion se trouvaient donc Jean Moulin, Schwarzfeld, André Lassagne, Bruno Lara, Aubry, Lacaze, le colonel Lacaze et moi, Et Hardy. plus Hardy. quelqu'un qui n'avait pas été invité et qui s'est évadé dans des conditions impossibles dans cette situation. Il était le seul de toutes ces personnes, y compris les malades, à ne pas avoir de menottes. Il a été sorti un des premiers de la maison du médecin. Il a été amené près d'une traction avant. La Gestapo avait les tractions avant. Il a secoué le militaire allemand ou le SS allemand qui le tenait. Et il a traversé la place en courant au milieu de 4 ou 5 Allemands armés de mitraillettes. On a entendu seulement 1 ou 2 coups de feu isolés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de rafale. Et il a disparu. Personnellement, je ne connaissais rien du tout de ce qui s'était passé avec Hardy dans les jours précédents, mais pour moi, la présence de Hardy non invité et la manière dont il avait échappé au guet-apens de la Gestapo, pour moi, c'était impossible qu'il ne soit pas de mèche avec l'opération. Jean Moulin est enfermé à la prison de Montluc à Lyon. Christian Pineau, syndicaliste, chef du mouvement Libération Nord, y est également incarcéré. Il avait rencontré Jean Moulin à Londres en 1941, puis en France. Les 2 hommes ne s'étaient ensuite plus revus. Jusqu'au jour où, dans la cour de la prison de Montluc, je le vois qui tourne. Nous tournions tous les matins autour de la prison et on avait là, c'était la promenade, comme disaient les Allemands, promenade.
Alors le premier jour, j'ai éprouvé une émotion considérable parce que l'arrestation de Jean Moulin, qui était le personnage le plus important de la résistance française, pour nous c'était déjà un héros, même avant sa mort. Et pour moi, ça a été quelque chose d'affreux et j'ai passé de mauvaises journées qui ont suivi. Le lendemain, je le revois qui tourne dans la cour, sans changement apparent. Il n'avait pas dû subir d'interrogatoire très grave. Et puis le surlendemain, il tourne encore dans la cour, mais alors atteint déjà. Il avait été certainement battu, interrogé durement par Barbie, et par conséquent, il était déjà dans un état qui m'a inquiété. Mais enfin, il tournait, il marchait, et le lendemain, je ne le vois pas. Alors je me dis, bon, ben, il doit être en cours d'interrogatoire. Et le soir même, l'adjudant adjoint de la prison vient me trouver dans ma cellule et me dit, vous, prendre au rasoir et descendre. Et je vois étendu sur le banc un homme que je connaissais trop bien, Jean Moulin. Mais dans quel état? Dans quel état? Il avait une pommette enfoncée et il était pratiquement dans le coma. Néanmoins, je m'approche de lui, j'essaie d'attirer son regard et je crois qu'il s'est réveillé un petit peu puisqu'il a prononcé quelques mots en anglais en me regardant. Et puis je n'ai pas compris parce qu'il a bredouillé et mon anglais en plus était fort mauvais. Ce qui fait que je ne sais pas ce qu'il m'a dit. Je sais qu'il a dit quelques mots. Et puis il est retombé dans le coma. Transporté mourant en Allemagne, Jean Moulin meurt en gare de Metz le 8 juillet 1943, emportant dans sa tombe les secrets de la résistance. L'arrestation du général de Lestrin, chef de l'armée secrète, survenue en juin 1943, finit de décapiter la résistance. Mais la résistance n'est pas morte. L'instauration du service du travail obligatoire draine vers le maquis des milliers de jeunes réfractaires qui y rejoignent des chefs prêts à l'action, dont beaucoup sont issus de l'ORA, organisation de la résistance de l'armée, animée par le général Frère. Le lieutenant Tom Morel, héros des Glières. Jean Prévost, un des chefs du maquis du Vercors. Impossible de les nommer tous. Et voici le COMAC, Comité militaire d'action du Conseil national de la résistance. Dépendent de lui les forces françaises de l'intérieur qui comptent, en août 1944, environ 250 000 hommes. Ces hommes mènent à travers la France une guerre véritable sous les ordres de chefs remarquables comme Scamaroni en Corse, Rol-Tanguy à Paris, Ravanel à Toulouse, pour n'en citer que quelques-uns. Les missions militaires qu'elles reçoivent du COMAC lors de la libération donnent une bonne image des activités réellement menées. Attaquez l'envahisseur où vous le trouverez, harcelez ses troupes, tendez des embuscades à ses convois, faites dérailler ses trains, faites couler ses péniches, armez-vous à ses dépens, exterminez les traîtres, frappez, frappez, frappez par tous les moyens les bourreaux de notre peuple. Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance, ce sont ceux du maquis, combattant pour la France, bravant le froid, bravant la faim, défiant l'horrible esclavage. Dans certaines zones, l'action des FFI lors de la libération fut déterminante. Pendant le débarquement allié et la bataille de Mortain-Falaise, les FFI ont exercé une action retardatrice contre les réserves ennemies qui se dirigeaient vers la Normandie. En Bretagne, les FFI libérèrent de nombreuses villes et paralysèrent les mouvements adverses. Pendant l'avance des Alliés vers la Seine, ils effectuèrent de nombreuses destructions sur des voies ferrées et des routes secondaires. L'aide apportée par les FFI aux forces alliées débarquées dans le sud de la France, à Marseille, sur la route Napoléon, à Lyon notamment, a été unanimement reconnue. Dans le Vercors, des véritables combats se sont déroulés entre les FFI et les forces d'occupation. Dans le Morvan, en Haute-Savoie, en Corrèze, en Dordogne, en Haute-Vienne, en Haute-Garonne, dans le Cantal, les FFI participèrent grandement à la libération du pays. Moi, je pense souvent aux morts, nos camarades qui ont été tués et qui avaient lutté pour la libération, en particulier à Moulin, qui avait tant fait pour la libération, qui avait semé le grain et qui ne sera pas là pour la moisson. Et d'autre part, je ne pense pas qu'évoquer cette période, c'est radoter, être nostalgique. Je pense que cette période est une grande page de notre histoire nationale, n'est-ce pas? Peut-être une des plus importantes pages de notre histoire.
et que cette page doit être conservée dans la mémoire collective. Durant les mois de juin et de juillet, les Parisiens avaient vu les troupes allemandes se diriger en masse vers la Normandie, où les Alliés venaient de débarquer. En août, les nouvelles du front corroboraient ce que les Parisiens avaient constaté, la débâcle de l'armée allemande. Or, la stratégie arrêtée par les Alliés excluait de libérer Paris. Il fallait, selon Eisenhower, gagner sans perdre de temps les frontières du Reich avant que les Allemands n'aient eu le temps de se ressaisir. Ce plan, judicieux d'un point de vue militaire, ne tenait pas compte de l'état d'esprit des Parisiens, excédés par 4 années d'occupation. D'autant qu'Hitler, acculé, était prêt à tout. Les habitants de Varsovie qui s'étaient soulevés en firent la cruelle expérience au début du mois d'août. Le 19 août, à 9h du matin, le colonel Roll Tanguy, chef des FFI de l'Île-de-France, a décrété la mobilisation générale et lancé un appel aux armes. On se bat. La préfecture de police, l'hôtel de ville, sont investis par les résistants. Gendarmes, policiers, FFI tirent sur les forces allemandes. Des milliers d'hommes sont décidés à libérer leur ville. Comment en était-on arrivé là? Dès le 10 août, les événements s'étaient précipités. L'Union des syndicalistes de la Seine avait déclenché une grève générale des cheminots. Le 14 août, la police décidait de se mettre à son tour en grève et de se joindre massivement au FFI. En quelques jours, ces derniers étaient passés de quelques centaines à plusieurs milliers, dont beaucoup avaient apporté avec eux armes et munitions. Le 16 août débuta la grève des postes, la capitale était pratiquement paralysée. Le 19, elle se battait. C'est dans ce contexte d'émeute qu'était arrivé le dernier commandant de la garnison de Paris, le général von Choltitz. Hitler lui avait donné l'ordre d'écraser le soulèvement et de raser Paris si nécessaire. Mais Choltitz rapidement prit la décision de désobéir au Führer et d'épargner la ville. Il ne disposait d'ailleurs pas des moyens nécessaires pour accomplir une telle mission. Dans la journée du 19, le peuple de Paris, se rappelant des émeutes du 19e siècle, construisit des barricades. Sur les quais, près de l'Institut et de la Monnaie, boulevard Saint-Germain, près du ministère de la Guerre, rue de Rivoli et dans de multiples endroits. Les pavés étaient arrachés, les arbres coupés, des véhicules mis en travers des rues. Les femmes, et parfois de tout jeunes gens, aidaient à leur édification. La rapidité avec laquelle les barricades surgirent stupéfia les Allemands. Le soir du 21 août, le Feldwebel Haus Schmidt-Laff écrivait à ses parents, paysans en Bavière, que les rues de Paris ressemblaient à des champs après le labour du printemps. La plupart des barricades n'auraient pas résisté à un coup de canon, mais leur multiplication inquiéta les Allemands qui, à l'exception de quelques convois et d'une poignée de véhicules blindés, n'osèrent plus circuler. Ils se terrèrent dans quelques points d'appui fortement défendus que la résistance, seule, était incapable d'enlever. Les dirigeants modérés de la résistance, Alexandre Parodi, délégué général et successeur de Jean Moulin, Jacques Chaban-Delmas, représentant le général de Gaulle pour les questions militaires, étaient néanmoins inquiets de l'issue de la bataille. Les munitions des insurgés s'épuisaient. La vie des Parisiens devenait impossible. On redoutait l'arrivée de nouvelles unités allemandes. Aussi acceptèrent-ils l'offre du consul général de Suède à Paris, Raoul Nordling, de s'entremettre pour négocier une trêve. Le 19 dans la soirée, un premier arrêt des combats intervint. Les pourparlers aboutirent dans la nuit, mais certains FFI furent convaincus que la trêve leur volait la victoire. Le communiste Pierre Villon fut particulièrement virulent. Le 22, les combats reprirent. Le 23, le Grand Palais était en flammes.
Médecins et infirmiers se pressaient dans les rues de Paris. Morts et blessés étaient transportés sur les civières. Des infirmeries de fortune étaient organisées. Les hôpitaux se remplissaient. Les FFI faisaient des prisonniers. Encadrés, ils marchaient les mains en l'air, les yeux hagards, à travers une foule le plus souvent hostile. Les collaborateurs sont également mis en état d'arrestation. Des erreurs et des excès seront commis. Certaines femmes en particulier seront ignominieusement traitées. Mais l'heure de la justice avait sonné pour ceux qui avaient tiré profit de l'occupation. Les écussons de la République et de la ville, les trois couleurs, les drapeaux des pays alliés étaient hissés à nouveau sur les monuments officiels. Les nouvelles autorités se mettaient en place à la préfecture de police, notamment. Le 23 août, les Allemands voient leur situation se dégrader d'heure en heure. Leurs voitures légères et leurs rares blindés sont très rapidement interceptés. Pourtant, ils demeurent implantés autour des Invalides, de l'école militaire au Palais Bourbon, du Luxembourg, de l'Opéra et du Majestic. Dans la soirée du 23, nombre d'unités rompent le combat. Les appels à la mobilisation générale ont maintenant rassemblé environ 15 000 hommes en armes. Symboliquement, les Parisiens arrachent des murs et piétinent les signes honnis de l'occupation. Certains se sont même emparés des roulantes de l'armée allemande et en font le meilleur usage. Bientôt, aucun Allemand ne peut circuler dans les rues de Paris sans être pris sous le feu des tireurs embusqués dans les immeubles, les édifices publics, derrière les barricades. Le général de Gaulle et le général Koenig ont pendant ce temps exercé une vive pression sur les Alliés pour qu'ils modifient leurs plans. De sa propre initiative, le général Leclerc envoie une reconnaissance vers Paris. C'est le détachement du capitaine Drone qui arrive à l'hôtel de ville le 24 août avec 3 chars, le Romilly, le Montmirail et le Champaubert, et une demi-douzaine de half-track.
Les Américains finissent par céder et Leclerc reçoit le feu vert pour foncer vers Paris. Les 16 000 hommes de la 2e DB sur leurs 4 200 véhicules et leurs 200 chars constituent une force redoutable. Tous les glorieux régiments de la DB sont là, le 1er régiment de marche du Tchad, le 501e régiment de chars de combat, le 12e cuirassé pour n'en citer que quelques-uns. Les groupements progressent vers Paris en suivant 2 itinéraires. Le groupement Langlade à partir de Rambouillet en direction de l'Étoile. Le groupement Billotte à partir d'Arpajon en direction de la préfecture de police. Le groupement Diot progresse derrière Billotte sur l'axe principal de la porte d'Orléans. Un groupement tactique de reconnaissance avec Roumyantzov, flanc-garde à partir de Trappes en direction de Versailles. La 4e division américaine, enfin, protège face à l'Est en se dirigeant vers Vincennes. Pour s'emparer d'une capitale défendue par un réseau de DCA de 88 et de nombreux canons de 75 et de 20, il était recommandé de jouer de l'infiltration, après avoir fixé et neutralisé par des feux de chars et d'artillerie certains retranchements. Mais il fallait surtout éviter de perdre un temps précieux à les détruire. Dans l'esprit du général Leclerc, il fallait avant tout aller vite afin d'empêcher les Allemands de faire sauter les ponts de Paris. Le 25, dans la matinée, guidés par les FFI, les unités de la 2e DB prennent l'un après l'autre les réduits allemands. Le Majestic, l'Hôtel Crillon, l'École des Mines, le Luxembourg, où le colonel Fabien, adjoint de Roll-Tanguy, se signale par son courage. Il trouvera une mort glorieuse quelques mois plus tard, en Alsace. Le tank destroyer Simoun arriva le premier place de l'Étoile. Dans sa lunette, le tireur, Madi, aperçut sur la place de la Concorde un char Panthère. Se rappelant avoir lu que les Champs-Élysées mesuraient 1800 mètres, Madi tira avec cette hausse et toucha le char allemand. Ce fut le plus beau coup au but de la libération de Paris. Les derniers défenseurs allemands se rendirent.
La 2e DB et les FFI firent au total 12 000 prisonniers. 3 000 soldats allemands trouvèrent la mort. 74 chars furent capturés ou détruits. De son côté, la 2e DB eut 130 tués, 319 blessés. Et les FFI eurent à déplorer 1 millier de morts et 1500 blessés. Le général von Choltitz, fait prisonnier à l'hôtel Meurice, signe le 25 à 16h l'acte de capitulation. Le même jour, le général de Gaulle entre dans la capitale. Le général rebelle et solitaire du 18 juin 40 est aujourd'hui le chef incontesté d'une nation en liesse. En fin d'après-midi, il est à l'hôtel de ville où il prononce un discours vibrant. L'émotion qui nous étreint tous, hommes et femmes, qui sommes ici chez nous, dans Paris, levés, debout, pour se libérer, et qui a su le faire de ses mains. Non, nous ne dissimulerons pas cette émotion profonde et sacrée. Il y a là des minutes, nous le sentons tous, qui dépassent chacune de nos pauvres vies. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Libéré par lui-même, libéré par son peuple, avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière, c'est-à-dire de la France qui se bat, c'est-à-dire de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle. Le lendemain, c'est le sacre. Autour du général de Gaulle qui vient de déposer une croix de Lorraine en glaïeul sur le tombeau du soldat inconnu, il y a le président du Conseil national de la résistance, Georges Bidault, et celui du Comité parisien de libération, André Tollet, accompagné de Georges Marane et de Léo Hamon. Il y a les 2 membres du gouvernement présents à Paris, Alexandre Parodi et André Le Troquer. Le délégué militaire national, Chaban-Delmas, le préfet de police, Luizet, le préfet de la Seine, Flouret, les membres les plus notoires du CNR, Daniel Meyer, Joseph Laniel. Il y a les généraux Juin, Koenig, Valin et Leclerc, l'amiral d'Argentlieu. À 15h, le cortège s'ébranle dans la clameur populaire. Dans ses mémoires, De Gaulle évoque avec émotion ces heures inoubliables. Devant moi, les Champs-Élysées. Ah, c'est la mer. Une foule immense émassée de part et d'autre de la chaussée. Peut-être 2 millions d'âmes. Les toits aussi sont noirs de monde. Si loin que porte ma vue, ce n'est qu'une houle vivante dans le soleil, sous le tricolore. Puisque chacun de ceux qui sont là a, dans son cœur, choisi Charles de Gaulle comme recours de sa peine et symbole de son espérance, il s'agit qu'il le voie, familier et fraternel, et qu'à cette vue resplendisse l'unité nationale.